migration latino-américaine, la Colombie est un cas vraiment très particulier, très à part, très emblématique de la migration, des déplacements, et ce depuis de très longues années, depuis on va dire 1950 à peu près. C'est un pays qui est quand même très particulier de ce point de vue-là. Donc je ne vais pas vous donner de données maintenant, on va faire ça pendant 2 jours. Et donc nous avions invité Nelson Restrepo, qui est ici, qui vient de Madrid, qui était invité à une table ronde, et Maurice Lemoine, qui est aussi ici, où tous les deux, ils discutaient, et ils nous discutaient de la migration colombienne. On avait une table ronde qui durait 2h30, et au bout de 2h30, on s'est rendu compte qu'on avait à peine effleuré le sujet. Et donc tout le monde était frustré, parce que tout le monde avait des questions à poser, et aussi les intervenants avaient des tas de choses à dire qu'ils n'avaient pas eu le temps de dire. Et donc en discutant pendant le festival de cinéma, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne referait pas quelque chose sur la Colombie, puisque de plus, les causes qui ont motivé ces migrations sont toujours les mêmes aujourd'hui, et elles continuent d'exister. Aujourd'hui, encore, tous les jours, il y a des déplacés colombiens, tous les mois, et il y a des migrants colombiens tous les mois qui quittent la Colombie. Donc on s'est dit, eh bien c'est toujours d'actualité. Peut-être que vous avez vu dans la presse des événements sur le Catatumbo. On est en plein dans cette migration. Donc on s'est dit qu'on allait faire 2 jours de conversation, discussion autour de cette question. Et donc voilà ici. Voilà pour la petite histoire, pour la jeunesse de ces 2 jours. Et donc on a décidé de commencer avec une conversation un peu inaugurale, un peu introduction, qui s'appelle donc « En quoi la Colombie est-elle un cas à la fois si particulier et si emblématique des dynamiques migratoires ?» Et donc nous aurons pour discuter Paul-Émile Dupré, qui est ici à ma droite, qui est juriste de formation, spécialiste de l'Amérique latine. Jusqu'à récemment, il a été conseiller politique de la gauche européenne au Parlement européen, spécialiste des questions de commerce international, et il est représentant d'un collectif qui s'appelle Buen Vivir. Donc Buen Vivir, nous ça nous va bien, puisque ça va être la thématique de nos rencontres de cette année, de nos rencontres de cinéma. Et puis nous avons à sa droite Eliezer Jiménez Rubio, qui est journaliste, spécialiste de relations internationales et de la géopolitique, notamment latino-américaine, mais pas que, et qui présente le programme Panorama de la chaîne Emigrados TV, qui comprend parfaitement le français, mais qui parlera en espagnol, donc je suis traduire. Donc, pour introduire cette table ronde, on va faire des pauses et je vais poser quelques questions. Depuis le début du XXe siècle, ce qu'on note, c'est que le pourcentage d'étrangers vivant en Colombie est le plus bas de toute l'Amérique latine, à savoir 0,3%. Pour avoir une petite idée, au Venezuela, on a 35% d'étrangers qui vivent aujourd'hui au Venezuela. Ça vous donne un peu une idée des différences, non? Et 1% de la population a des parents ou des grands-parents qui sont immigrants récents. C'est le pays avec le moins d'immigrants d'Amérique latine et le plus grand nombre de déplacés. On a eu jusqu'à 8 millions de déplacés en Colombie pendant des années, pendant des décennies. C'est un pays qui a été toujours condamné par l'ONU pour ses déplacés, alors que c'est un pays qui n'est pas en guerre. Et enfin, pour essayer de comprendre la spécificité de ces questions migratoires, il nous semblait un peu intéressant d'interroger l'histoire de ce pays et sa construction en tant que nation. Par exemple, il faut se rappeler que la Colombie a été la vice-royauté de la Nouvelle-Grenade, c'est-à-dire que c'était une structure puissante de pouvoir colonial avec la figure du vice-roi, et donc avec une société très verticale où les groupes de population sont très balkanisés, avec une église catholique très prestigieuse et très influente, et de profondes différences sociales et ethniques. Donc, première question à mes 2 invités, en quoi ces caractéristiques historiques ont-elles façonné la structure sociale de la société colombienne? Que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire? Que sont devenus aujourd'hui les 3 grands groupes de population, à savoir les descendants des colonisateurs, les indigènes et les afrodescendants? Et je passe la parole à Paul-Émile pour... Oui, volontiers. Bonjour tout le monde. Avant de répondre à la question,
Je voudrais d'abord me faire plaisir et vous faire plaisir aussi en rappelant, j'étais en Colombie le mois passé, en rappelant que le 10 janvier 2025, il y a quand même eu quelque chose d'assez extraordinaire d'un point de vue des immigrants, des migrants. On a un juge colombien, d'origine colombienne, M. Juan Merchan, qui a condamné M. Trump, le roi de l'anti-immigration. Je trouve ça quand même quelque chose de formidable. Après, il n'y a pas eu de peine de condamnation, puisque c'est le type le plus puissant de la peine pour le moment. C'est quand même assez extraordinaire que ce soit un homme d'origine colombienne, il est né à Bogota, qui est devenu juge à New York et qui a condamné Trump pour l'affaire, évidemment, Stormy Daniels, que vous savez. Donc il a bien confirmé que même s'il n'y a pas de peine, la condamnation est ferme et il n'y a aucune raison de ne pas considérer la personne comme inculpée. Donc voilà, ça a valu d'ailleurs un message X de Irene Montero, qui est députée au Parlement européen pour Podemos, et qui a dit en fait, parmi tous ces migrants qui sont jetés par Trump, le seul condamné, c'est Donald Trump. Et donc on a eu cette scène-là le 26 janvier 2026 où une série d'avions, je crois que 2 avions allaient vers la Colombie, et au petit matin, Petro, probablement après avoir vu ce journal, El Tiempo, c'était la veille, on voit ici, vous ne le voyez pas, c'est un peu loin, mais on voit des migrants qui vont au Guatemala enchaînés comme au Congo belge, les esclaves noirs, ou en Amérique latine, donc les Indiens ou les esclaves noirs aussi en Amérique latine. Ils arrivent comme ça dans un avion militaire américain au Guatemala. Et donc Petro a décidé, ce jour-là, de ne pas accepter que les avions américains militaires arrivent en Colombie avec des gens enchaînés dans les avions, il les a fait revenir aux États-Unis. Il a dit: je suis d'accord de reprendre les migrants, ils reviennent si vous n'en voulez pas, mais pas dans les conditions inhumaines. Et ça, évidemment, vous avez sans doute su toutes sortes d'échanges, mais finalement, Trump a dû faire marche arrière, et il n'y a pas eu, pour le moment en tout cas, de pénalité pour la Colombie d'un point de vue douanier, etc. Voilà. Et vous savez aussi d'ailleurs que Trump lui-même est un descendant d'immigrants pas tellement loin, puisque son grand-père, Friedrich Trump, qui avait un restaurant aux États-Unis, qui est d'origine de Bavière, il avait un restaurant pour éviter le service militaire à cette époque-là en Bavière, et puis il a supplié le roi de Bavière de pouvoir revenir en Bavière, et ça a été refusé. Il a dû repartir aux États-Unis. Voilà, je voulais simplement commencer par ça, mais je vais commencer à essayer de répondre à vos questions. D'abord, simplement dire que ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire tous ces migrants qui sont jetés des États-Unis, ça s'est déjà fait avec les Mexicains en 1954. Ça s'appelait l'opération Épée mouillée, Espada Mojada, et ça a été une catastrophe d'un point de vue économique pour les États-Unis. Donc les entreprises ont exigé du gouvernement le retour des Mexicains de façon légale. On va bien voir ce qui va se passer cette fois-ci, mais c'est bien quelque chose de semblable qui devrait arriver. Alors en fait, moi je voudrais quand même, c'est vrai que la migration récente, comme tu dis, il y a très peu de migrants récents, enfin, toute cette histoire a quand même commencé en 1492, avec l'arrivée des Espagnols, et en Colombie convergent en fait 3 explorateurs, en gros, espagnols. Jiménez de Quesada, Belalcázar, et puis un Allemand, qui était en fait à la solde d'une famille riche allemande, la famille Welser d'Augsbourg, qui était payé pour aussi découvrir, soi-disant, envahir le Venezuela et puis la Colombie. Donc ils se pressent tous les 3, et en 1538, Jiménez de Quesada fonde Bogota, sauf qu'il n'a pas fait les papiers bien. Et donc Nicolas de Federman, qui est arrivé par
par le Venezuela, fait une inauguration officielle avec tous les papiers bien, qu'il a envoyé à Séville et tout ça. Et la création de Bogota se fait le 27 avril 1539. Tous ces gens arrivent avec une série d'aventuriers d'origine espagnole, là-dedans beaucoup de gens qui sont un peu brûlés en Espagne, beaucoup de gens d'origine juive ou arabe aussi, qui sont, vous savez que la chasse aux arabes a commencé à peu près en même temps que la découverte de l'Amérique latine. Et donc, très vite, la population est dominée par ces aventuriers, et peu à peu, des millions d'Indiens sont décimés et sont apportés à la colonie, la Nouvelle-Grenade, des esclaves noirs, notamment sous les conseils de Bartolomé de las Casas, qui se fait l'avocat des Indiens. Et donc, on a actuellement en Colombie à peu près 10% de population noire sur les deux côtes, sur la côte atlantique et sur la côte pacifique. On a entre 2 et 5% d'Indiens, ça dépend un peu si les gens se reconnaissent comme Indiens ou pas, mais qui ont une influence très importante aussi sur la vie politique du pays, et une activité politique très intense, qui continue à avoir leur organisation politique dans beaucoup de cas, et qui ont des langues aussi. La plupart ont encore leur langue. Donc, il y a à peu près 80 langues indiennes en Colombie, simplement. Alors, se crée donc en Colombie, donc il y a les populations indiennes, les populations noires qui très vite aussi commencent à créer ce qu'on appelle des palenques, des zones libérées noires dans des régions très difficiles d'accès, où il y a des problèmes de santé, etc. pour les Blancs. Et les Indiens continuent à être organisés, notamment dans une région très touchée par la colonisation blanche, dans le Cauca. En Colombie actuellement, on peut dire que dans la région du Cauca, avec cette organisation, le CRIC, est une organisation qui a cette capacité de travailler avec tous les autres secteurs pauvres de Colombie, les ouvriers, les paysans, etc. Et le CRIC a créé après une organisation nationale qui s'appelle ONIC, qui dirige cette intervention indienne dans la politique colombienne et dans la défense de ce qu'on appelle les resguardos, pas vraiment des réserves, c'est les gouvernements indiens qui continuent à être très présents, et qui est une des revendications importantes des Indiens durant la colonisation aussi. On voit que, par exemple, je crois qu'il y a un moment important de l'histoire de la Colombie qui est l'époque des comuneros. Donc c'est une révolution classiste antérieure à la Révolution française. 10 ans avant, on a une révolution vraiment de classe sociale, une alliance entre les Indiens, les petits paysans, les Noirs, libérés, en partie dans certaines haciendas par le leader de la région comunera, Galán, et il crée une armée qui s'appelle le Conseil supérieur de guerre, avec 6000 combattants, avec des arcs, des flèches, des lances, des machettes, etc., et 4000 soldats. Et ils ont une grande victoire donc à Puente Real en 1781, vous voyez, c'est avant la Révolution française. Et Galán parle d'ailleurs de remplacer le roi d'Espagne par un roi inca, de libérer les esclaves, ça ils l'ont fait avec diverses haciendas. Et finalement, le mouvement s'est divisé parce que certains dirigeants avaient peur justement de la libération des esclaves, etc. Et il y a une signature d'un accord avec le dirigeant espagnol à cette époque-là.
Et quelques temps plus tard, comme c'est arrivé chaque fois en Colombie quand il y a des accords de paix, les dirigeants de la rébellion se sont fait trahir et se sont fait massacrer. Et donc, le Galan, par exemple, a été. Chacun de ses membres a été tiré par un cheval et les Espagnols ont réparti ses membres à Socorro, à Chalala, à Mogote, dans tous ces villages de la région de Santander où a eu lieu cette révolution. Donc on est là un peu après. Je voudrais quand même aussi mentionner quelque chose bien important dans les migrations, dans l'autre sens, dans les migrations, en tout cas les interventions en Europe. On a Francisco de Miranda, qui est né dans la Nouvelle-Grenade aussi, et qui est un général colombien, parce qu'à cette époque-là c'était le même pays, qui aura un rôle fondamental pour sauver la Révolution française, puisque c'est un des dirigeants, avec Dumouriez, qui va gagner la bataille de Valmy le 20 septembre 1792, ce qui a permis que la prise de la Bastille n'a pas été faite en vain, et quelques temps plus tard, on a eu l'abolition de la royauté. Voilà, ça c'est pour parler un peu de cette époque-là. Après, on arrive assez vite dans l'indépendance de la Colombie, la grande Colombie évidemment, Venezuela, Colombie, Équateur, etc., qui a lieu après la bataille de Boyacá, le 7 août 1819. Mais il s'agit là évidemment d'une indépendance par rapport aux Espagnols, mais évidemment aussi de la perpétuation de cette caste criolla, cette caste propre qui commence à remplacer les Espagnols dans le même genre d'action. D'ailleurs, il y a le poète Flores qui a dit le jour même de l'indépendance: Último día del despotismo y primero de lo mismo. Donc, le dernier jour du despotisme et la première chose, et le premier jour de la même chose. Ça n'arrive pas en français, désolé. J'ai encore un peu de temps, sinon je. Et bien, c'est dit, je ferai le reste après. Compañeras, compañeros, miembros de France América Latina, FAL 33, Gloria, muchas gracias, muy gentil por hacernos partícipe de este evento importante, necesario, urgente, que se requiere hablar en estos tiempos de migración, cuando está de moda a raíz del empuje del fascismo, del nazismo, en cabeza del imperialismo norteamericano que tiene un nombre hoy, Donald Trump, Musk y otras personas que están detrás del poder. De verdad que se hace necesario este tipo de eventos. Merci beaucoup aux compagnons d'être parmi nous, aux membres de FAL 33, à Gloria, pour l'invitation et pour faire de cet événement quelque chose qui est éminemment nécessaire aujourd'hui pour parler de migration en Colombie et en Amérique latine, puisque il faut dire que c'est un sujet qui est malheureusement à la mode du fait de la montée du fascisme et de la montée de l'impérialisme nord-américain. Impulsé par Donald Trump, et donc ça en fait aujourd'hui un événement d'autant plus nécessaire qu'il y a encore quelques mois. Es necesario, y retomando el hilo histórico que ha comenzado mi amigo, mi compañero Paul-Émile Dupré, que ha hecho un resumen histórico de cómo ha presentado en América Latina ese tema de lo que yo llamo la invasión a la Playa desde el 12 de octubre de 1492, con el invasor que encabezó ese momento, Cristóbal Colón, en las tierras del Yala, y que comenzaron el mayor genocidio de la historia de la humanidad,
y etnocidio en América Latina. Lo siento, es que no escuché la fecha. El 12 de octubre. Del 12 de octubre de 1492 comenzó, encabezado por Cristóbal Colón, el mayor genocidio en América Latina, en el Alam Yala. Donc c'est nécessaire et je suis le fil historique que Paul-Émile vient de commencer sur cette histoire de la migration, que moi j'appelle plutôt un thème de l'invasion, qui a commencé le 12 octobre 1492 par le génocide et l'ethnocide qui s'est déroulé en Colombie notamment. Pareil. Es decir, el 11 de octubre de 1492 fue el último día de libertad de los indígenas del Atayala. En ese momento comenzó el etnocidio, ese genocidio que hoy continúa con otros nombres, con otros factores también externos de invasión, de otras formas, de otras maneras, y en donde allí en el Atayala los indígenas de la época comenzaron a resistir, pero también comenzó un proceso de desplazamiento interno en el Atayala, por el cual los indígenas que se encontraban en la costa del Atayala, de lo que hoy se llama América Latina, comenzaron a sentir el desplazamiento forzado. Es decir, cuando hablamos de desplazamiento forzado en América Latina de hoy, en el Atayala de ayer, eso ya había comenzado hace 5 siglos. Donc le 11 octobre 1492, on peut dire que c'est le dernier jour de liberté des peuples indigènes dans l'Atayala, Atayala étant le terme qui expliquait, enfin qui remplaçait le terme aujourd'hui d'Amérique latine, puisque ce jour-là, c'est le début donc, de l'ethnocide qui continue encore aujourd'hui sous d'autres formes, avec d'autres facteurs qui impactent d'autres populations. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'a commencé des mouvements de résistance de la part des peuples autochtones, et notamment à travers le déplacement interne des populations, donc qui remonte encore une fois à 1492, où les peuples autochtones ont été forcés de se déplacer pour continuer à survivre. Si los historiadores de la derecha hablan que hubo un proceso de migración del reino de Castilla a través de Colón y su gente para llegar a la Atayala, nosotros desde la otra mirada no eurocéntrica decimos que comenzó un proceso de invasión y además se comienza a sumar lo de los esclavos negros del África, lo que hoy en esa América, en esa Atayala, está lo que se conoce como la población afro. Donc si les historiens de droite disent que ça va être le début de la Grande Amérique latine à travers le royaume de Castille, si on part d'une perspective non eurocentrée, on pourrait dire que c'est le début, encore une fois, d'un processus d'invasion qui s'est déroulé dans ces régions-là et qui s'est vu aggravé par l'arrivée aussi des esclaves noirs afrodescendants qui sont arrivés dans le continent. Es decir, en la historia comparada podríamos decir que se presenta un movimiento de desplazamiento forzado en América Latina de hoy, el Atayala de ayer, pero también en África, porque desde el África negra comienzan a ser tomados como esclavos los negros y llevados forzadamente, obviamente no porque ellos querían ir hasta el Atayala como esclavos. Es decir, hay un proceso doble de violencia en ese momento contra los indígenas, contra los aborígenes del Atayala, pero también contra la población negra del África. Donc c'est un mouvement de déplacement qui s'est créé en Amérique latine, dans l'Atayala, mais aussi en Afrique, puisque c'est là que en fait les esclaves, enfin, les Africains vont être amenés de force en Amérique latine et réduits en esclavage. Et donc on pourrait parler en fait d'un processus double de violence qui affecte à la fois les personnes latino-américaines, mais aussi les afrodescendants.
Al centrarnos en el Abya Yala encontramos que Cartagena de Indias se convierte en uno de los mayores puertos negreros de la época, así como en el propio territorio que hoy se conoce como Colombia, en Riohacha, en La Guajira. En ese territorio que hoy es Colombia, se convierten en los dos puertos negreros más importantes de esa zona, pero también tenemos que hablar de Portobelo, lo que es Puerto Bello en Panamá, ¿sí? Hoy, y en Veracruz, en México. Donc là, on arrive en fait très rapidement à des villes comme Carthagène des Indes, qui devient le premier port négrier de la région, mais aussi Riohacha, dans la Guajira, qui est une région qui est à l'extrême nord-est de la Colombie. Mais on peut aussi parler de Portobello au Panama ou de Veracruz au Mexique, dans ce continuum de ports négriers. Es decir, que el desplazamiento forzado, que algunos lo mirarán como procesos migratorios normales hacia el interior de la Abya Yala, y en el caso de lo que hoy se conoce como Colombia, comienzan a desplazarse de los territorios costeros hacia el interior del país. Donc le déplacement qui pourrait être vu par certains comme un processus migratoire naturel, en fait, a commencé avant tout par les côtes. Donc les personnes se sont déplacées depuis les côtes pour aller à l'intérieur du pays. En la medida en que se presenta ese desplazamiento forzoso, como le decía mi compañero Paulo Emil, se presentan las guerras de resistencia indígenas y la participación de los negros esclavos que logran ser libertos y luchar, como Bencos Yoho, por ejemplo, que encabezó la rebelión de los negros en la zona que hoy se conoce como Cartagena de Indias, comienzan a luchar contra el invasor español. Et donc, à mesure que le déplacement forcé était en train d'agir sur l'ensemble du territoire, il y a des guerres de résistance, notamment des peuples autochtones qui se sont également développés, mais aussi des personnes, donc des esclaves africains noirs, qui ont commencé à lutter, comme Biancos de Oro, depuis Carthagène. Ese proceso de desplazamiento forzado interno en ese momento se puede ver en el caso, por ejemplo, concreto de la Sierra Nevada de Santa Marta, a la orilla del Mar Caribe, en el Océano Atlántico, es donde los indígenas que están allí en la costa, los que hoy habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, los arhuacos, los cogi, los atzarios, son desplazados de la zona costera, y cada día, en el tiempo y en la época, en la medida que la violencia recia contra ellos, se van subiendo más hacia las nieves perpetuas de lo que hoy es la Sierra Nevada de Santa Marta, y donde ellos van perdiendo su territorio y su lugar de hábitat normal de la época de la Abya Yala. Donc on peut prendre comme exemple dans ces phénomènes de déplacement interne forcé la région de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, où les peuples autochtones de la côte, donc les Arhuacos, les Coquis, qui sont différents peuples, ont commencé à se déplacer en fait de la côte pour monter de plus en plus dans la montagne jusqu'aux les neiges éternelles, et où ils ont ainsi progressivement perdu le territoire initial qu'ils disposaient, mais dont ils disposent de moins en moins au fur et à mesure de leur déplacement. En ese momento hay que poner en contexto de la línea histórica, es cuando se presenta también la guerra entre los españoles y los ingleses. Y es un momento que también esa guerra que se da aquí en Europa se presenta y se traslada un poco hacia la Abya Yala de la época, porque los ingleses comienzan a entregarle armas, por ejemplo, a los indígenas Wayuu que habitan en el norte de lo que se conoce hoy la península de la Guajira, que es Colombia y Venezuela hoy en día, en donde comienza Sudamérica. Mais il faut voir aussi ces perspectives dans le cadre de guerres finalement européennes entre les Espagnols et les Anglais, où en fait cette guerre s'est finalement déplacée jusqu'à la Abya Yala, l'Amérique latine. Par exemple, les Anglais ont fourni des armes aux indigènes Wayuu dans la Guajira, donc cette région encore une fois à l'extrême nord-est de la Colombie, qui à l'époque était partagée entre donc, la Colombie et le Venezuela, qui sont des constructions récentes. Los indígenas Wayuu
adoptan y cambian las flechas y las lanzas por las armas de fuego, que en forma particular hoy es parte y que fue integrada a la cultura indígena wayú, y por eso es normal que hoy en día, 500 años después, 450 años después, estemos observando y criticando a la etnia wayú porque portan armas de fuego y la utilizan como elementos de defensa. Es decir, es una introducción de situaciones de violencia, de aparatos de violencia que fueron entregados por los ingleses en ese momento para que los indígenas se defendieran de los españoles que los tenían invadidos. Es decir, en ese momento la guerra de Inglaterra con España también se pone de presente en esa zona de América Latina, en donde los ingleses y los españoles procuran utilizar a los indígenas, en este caso específico wayú, para volverlos extracteurs de las perlas allí en el mar Caribe. Donc les Wayuu à cette époque, donc ce peuple indigène de la Guajira, vont finalement changer leurs outils et leurs armes traditionnelles qui étaient plutôt des lances et des flèches par des armes de feu qui leur sont du coup données par la puissance anglaise. Et 450 ans après, on continue encore à critiquer en fait ces éléments de défense qui sont ancestraux finalement de la part des Wayuu et qui vont représenter une véritable installation d'un appareil de violence dans la région. Mais voilà, il faut revenir sur une perspective historique et bien comprendre que ces éléments-là qui sont aujourd'hui actuels datent d'il y a 450 ans. Esos procesos históricos de llevar la violencia europea a territorios del Abya Yala, en el caso de los indígenas y en el caso de los negros, se ve también en ese desplazamiento interno, porque en un momento determinado logra unir un sector de los indígenas y los negros para luchar contra el invasor español, que después podemos hablar de que son los herederos de la denominada colonia. Et donc ces processus historiques de déplacement et finalement de déplacement de la violence depuis l'Europe vers l'Abya Yala, vers l'Amérique latine, vont produire différents effets et notamment des phénomènes d'union entre les peuples indigènes et afro-descendants. En esos 200, 300 años de lucha de resistencia es cuando después, en medio de esas luchas por el poder político y territorial, es cuando aparece Simón Bolívar, que jura en el Monte Sacro, acá en Europa, libertar su tierra. Donc ces phénomènes de résistance il y a 200-300 ans mènent aussi finalement aux luttes qui ont été menées par des libérateurs, enfin comme le grand libérateur qui est Simón Bolívar depuis l'Europe. Es así como Simón Bolívar, lo retomaba mi compañero, liberta las 5 naciones y se convierte en uno de los inmortales de la lucha de resistencia contra el colonialismo y la invasión española en América Latina. Et c'est comme ça que Simón Bolívar va se convertir en celui qui aura libéré les 5 nations, comme on les appelle, devenant ainsi immortel dans sa lutte contre l'impérialisme et la colonisation. Pero indudablemente, avanzando en la línea del tiempo, indiquemos que, por ejemplo, la lucha por el poder interno de los distintos partidos políticos de la época, el Partido Conservador, el Partido Liberal, se presenta también el tema de la Guerra de los 1000 días, cuando comienza el 17 de octubre de 1899 y termina el 21 de noviembre de 1902, y que dejó 40.000 muertos, más de 100.000 heridos, con hambrunas, con heridos, y tocó territorio de Ecuador, Venezuela igualmente, y Panamá. Et ces luttes de pouvoir politique, elles se sont perpétuées ensuite, notamment entre 2 groupes politiques qui étaient les conservateurs et les libéraux, et qui a connu son apogée en fait avec la guerre qu'on appelle de los 1000 días, la guerre des 1000 jours, qui a eu lieu entre 1899 et 1902, et qui a atteint environ 40 000 morts, avec des famines, des milliers aussi de blessés à l'occasion de cette guerre. Indudablemente,
en ese proceso de luchas internas estamos hablando de desplazamiento forzado, de migración, porque está la guerra presente. Es decir, en lo que hoy se conoce como ese territorio de Colombia, desde que llegan los denominados invasores en 1492 hasta la época, ha sido de constante violencia, de constante asesinatos, masacres que nos los llevaron desde Europa. Donc dans ces phénomènes de déplacement interne, de migration, on voit que la guerre en fait elle est présente depuis l'arrivée des envahisseurs en fait dans l'Abdayala, est présente jusqu'à aujourd'hui et qu'on constate en fait depuis cette époque-là, depuis 1492, une violence constante, des massacres qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Igualmente hay que indicar que en esa línea de tiempo es cuando ya en los Estados Unidos aparece la doctrina Monroe, para cuando los norteamericanos hablan de América para los americanos, están hablando de que todo el territorio del continente, de lo que hemos siempre denominado el Abdayala, es su territorio que ellos necesitan dominar, controlar, saquear. Donc à ce moment-là, c'est aussi quand les États-Unis sortent la doctrine Monroe, et à partir de ce moment-là où les Nord-Américains commencent à dire que l'Amérique est pour les Américains et qu'ils font en fait de l'ancienne Abdayala leur territoire qu'il s'agit de contrôler et de piller. En esa imposición de la doctrina Monroe, en el caso colombiano, recordemos el 7-8 de diciembre de 1928, cuando se presenta la masacre de las bananeras, por ejemplo, que es producto de esa misma doctrina Monroe a través de las multinacionales que saquean y explotan los recursos y las personas en la zona del territorio que hoy se conoce como el Magdalena, en la región de Ciénaga, Sevilla, Guacamayal, Latal, Tucurica, hasta Santa Marta. Más lento, por favor. Repito, esa parte de lo que se conoce hoy como en la parte de la zona bananera es cuando se produce el 7-8 de diciembre de 1928 la masacre de las bananeras, que dejó también unos 3.000 muertos, y que allí posteriormente un líder que fue asesinado en 1948, Jorge Eliezer Gaitán, se vuelve célebre por su debate en esa denuncia. Donc il faut aussi rappeler en fait un fait très important en Colombie qui a eu lieu le 7 et 8 décembre 1928 et qui est la massacre, on appelle ça la massacre de las bananeras, donc le massacre des bananières, on peut le dire comme ça, où plus de 3000 personnes ont perdu la vie. Et il faut savoir que c'est aussi la continuation finalement de cet impérialisme américain, puisque des multinationales ont été à l'origine de ce massacre. Et qu'il faut rappeler aussi qu'en 1948, quand le leader colombien Jorge Gaitán est assassiné, lui avait été aussi impliqué dans la défense finalement de ces personnes assassinées durant le massacre des bananières. Donc on voit aussi une continuité dans la résistance. Allí me detengo en la masacre de las bananeras en esa región del Magdalena, porque ese gana a lo que ya en ese momento estaba constituido el territorio de Colombia y Venezuela. Donc, je m'arrête un petit peu sur ce territoire particulier où a eu lieu la massacre des bananières, puisque c'est une région qui s'appelle le Magdalena et qui était partagée entre la Colombie et le Venezuela. Y eso tiene que ver con algo que sigue ocurriendo, ese es el tema de la migración y el desplazamiento forzado, pero en este caso muchas de las familias que fueron víctimas y sobrevivientes de la masacre de la bananera, unas se desplazaron hacia el interior del país, otras hacia la zona de la región de lo que hoy es el departamento del Atlántico, otras se fueron hacia el Cesar, pero otras siguieron hacia La Guajira y dirección a Venezuela. En fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'on rejoint les thématiques migratoires et de déplacement forcé dans cette région du Magdalena. Les familles victimes du massacre des bananeraies et aussi les personnes
survivantes de ce massacre se sont largement déplacées, certaines à l'intérieur du pays, d'autres dans la région de l'Atlántico, d'autres au César, mais beaucoup sont allés aussi au Venezuela. ¿Por qué hablo de ese punto? Porque tiene que ver algo con lo que hoy denominaríamos el exilio. Porque fueron personas violentadas, perseguidas en sus familias y que tuvieron que salir ya de un país a pedir refugio en otro, pero que no eran consideradas con esa figura del exilio porque no existía para el caso de Colombia. Donc je m'arrête particulièrement sur ce fait parce qu'en fait, ces personnes, ce qu'elles ont vécu à cette époque, c'est un phénomène d'exil, c'est-à-dire des personnes qui étaient victimes de violences, qui ont été persécutées et qui sont allées chercher refuge dans un pays autre que celui où elles vivaient. Mais à cette époque, on ne parlait pas encore de ces questions d'exil, mais ça a commencé bien avant. Encontramos en Venezuela rastros históricos de familias de esa época que tuvieron que huir de Colombia, de esa masacre, hacia Venezuela. Pero también se presenta un proceso migratorio de las zonas de lo que se conoce hoy como las sabanas de Bolívar, que componen los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. Donc au Venezuela, on a retrouvé des traces de ces familles qui ont fui le massacre des bananières, mais il y a d'autres familles qui ont fui d'autres zones du pays. Et là, je ne me souviens plus, Eliezer. Depuis les régions de Bolívar, Córdoba et Sucre, qui sont des régions colombiennes d'où des familles sont parties vers le Venezuela. Es decir, que históricamente comenzamos a ver ya los procesos migratorios, y es algo que aquí van a hablar los otros compañeros más tarde o mañana con el tema de la migración Colombia hacia Venezuela, porque allí comienza una parte de este proceso histórico. C'est intéressant parce qu'en fait, vous savez, il y a une table ronde qui aura lieu demain sur cette question de la migration entre la Colombie et le Venezuela. Il faut bien comprendre en fait que ces migrations ont commencé bien avant celles qu'on connaît aujourd'hui, et notamment à travers ce massacre des bananes. Damos un poco avance en la historia y llegamos al 9 de abril de 1948 con el famoso bogotano, el asesinato ordenado por el imperialismo norteamericano contra Jorge Eliezer Gaitán. Donc on avance un peu dans le temps et on arrive au 9 avril 1948 avec le fameux Bogotazo, au cours duquel le leader Jorge Gaitán a été assassiné par l'impérialisme américain. Nord-américain, excusez-moi. Y hablamos de ello porque es importante hablar de memoricidio, porque cuando nos anulan, nos cambian, nos tergiversan la historia, están cometiendo memoricidio, que es un acto también violento contra las víctimas de la época. C'est intéressant de parler dans ce cas-là d'un terme que j'appellerais le mémoricide, c'est-à-dire quand on nous impose un changement de l'histoire véridique, parce que j'estime que c'est aussi une façon d'imposer de la violence en fait aux personnes et notamment aux victimes de ces faits. Y oh sorpresa, y que tiene que ver algo con Europa, con Francia y con Suiza. Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán, 3 meses después del asesinato de su padre, con su madre, salen desde Colombia en dirección hacia Francia, llegan a París y el gobierno francés les niega el asilo politique. Donc, aux surprises, ça a à voir aussi avec une histoire plutôt européenne, en France et en Suisse, parce que 3 mois après l'assassinat de Jorge Gaitán, sa fille, Gloria, accompagnée de sa mère, va sortir de la Colombie pour arriver en France et va demander l'asile à Paris, qui va lui être nié par les autorités françaises. Y antes de darle la palabra a mi compañero, les indico que Gloria Gaitán con su madre, como le niegan el asilo aquí en Francia, se tienen que ir a vivir a Ginebra, Suiza. Y allí es donde la viuda de Gaitán y su hija, Gloria Gaitán, que todavía sobrevive, logran pasar 4 años en lo que se podría considerar un proceso de exilio, que tampoco fue considerado en ese momento como exilio.
dejo aquí en ese punto histórico de los procesos de desplazamiento, de exilio, de migración en el caso ya colombiano. Donc peut-être dernier fait avant de passer la parole de nouveau à Paul-Émile, c'est que donc la veuve de Jorge Gaitán avec sa fille sont partis depuis la France vers Genève, en Suisse, et elles ont réussi toutes deux à passer 4 ans en exil dans ce pays, dans cette ville. Et voilà, je passe la parole à Paul-Émile ou à Gloria. Merci Eliezer de cette transition, puisqu'on a vu qu'une des premières causes structurelles donc, de ce déplacement en Colombie, c'est la conformation même, la formation même de la population très balkanisée et très verticale de la Colombie. Et ma deuxième question, elle tournait justement autour de la violence politique en Colombie, qui est un facteur, il me semble, structurel de ces déplacements et de cette migration, et la possession de la terre et le contrôle du territoire. Alors effectivement, j'allais vous demander de parler de la guerre des 1000 jours et de l'histoire de Gaitán, mais tu l'as fait, Eliezer, donc on a avancé, c'est parfait. Je dirais qu'en Colombie, il y a des guerres et il y a des guerres qui ne disent pas leur nom. Il y a des guerres qu'on n'appelle pas guerre, et il y en a une notamment qu'on a appelée la guerre antisémite, qui était une guerre sale. Et donc, on va avoir des guerres qui vont engendrer des lots de transformation profonde du tissu social, avec une rupture de la vie communautaire, avec des massacres indiscriminés de populations civiles, avec des groupes armés qui se créent, avec des mouvements armés. Et c'est comme ça qu'on va voir la création de mouvements armés comme les FARC en 1949, l'ELN en 1965, le M19 en 1974, et puis la kyrielle de groupes paramilitaires utilisés par les grands propriétaires et par d'autres pour combattre ces groupes insurgés. Et là, on va voir une histoire très ancienne, puisque les premiers commencent et ils ont été formés et instruits par nos militaires français qui revenaient de la guerre d'Algérie, il faut le dire. Et donc, on va avoir, dans les années 80, une explosion de ces groupes paramilitaires. On en comptait plus de 200, avec les AUC, les Convivi, et tous les autres clans et autres noms. Et avec l'arrivée au pouvoir de Álvaro Uribe Vélez, on va voir le paramilitarisme qui va infiltrer tous les secteurs de la vie politique et du pouvoir. D'ailleurs, on parlera de narco-État. Une grande partie des ministres de Uribe vont être inculpés pour narco-État. Et on va aussi voir apparaître les fameux et terribles faux positifs. Voilà, maintenant, je vous laisse parler de tout ça. Ok, merci. Mais donc, l'origine de la violence en Colombie, bon, je crois qu'il faut parler déjà. Cet État qui s'est installé après l'indépendance, c'est un État dominé par une caste locale, descendant des Espagnols, mais qui reprend les mêmes habitudes, tout en protégeant encore moins les communautés indiennes, noires, etc. Donc le pays est dominé par un système d'hacienda qui tourne à une grande d'exploitation de la population ou indienne, ou cette nouvelle culture colombienne qui est un mélange entre les Indiens et des pratiques européennes, etc., qui sont des cultures très vivantes actuellement, qui continuent, par exemple, les paysans d'hacienda qui font de la culture associée, contrairement aux pratiques, aux conseils des agriculteurs ou des agronomes européens, donc un paysanat métayer, où il y a un droit souvent du propriétaire terrien sur les filles, donc d'abus sexuels, et qui est une grande exploitation économique. On a encore connu ça dans des années très récentes. Et donc on a une migration européenne là-dedans, une caste colombienne très liée au capitalisme européen, américain, mais surtout européen, français, espagnol, italien, etc.,
Un peu comme actuellement la bourgeoisie colombienne est très mêlée au capitalisme narco, à cette époque-là, finalement, le capitalisme colombien est très mêlé aux familles européennes. On a des familles françaises qui dominent, par exemple, San José de Suaita. À cette époque-là, au XIXe siècle, tout ce qui était tissu, ce n'était pas à Medellín, mais c'était dans la région de Santander. Et San José de Suaita, c'est la famille Caballero. La famille Caballero, il y a une partie de la famille qui est en France. Et le capitalisme, les bénéfices finalement de cette entreprise de San José de Suaita sont envoyés en France. C'est pour ça que l'entreprise paie vite. Elle est aussi mise en concurrence avec le libre-échange, notamment les Anglais. À ce moment-là, plus en concurrence avec le royaume espagnol, mais les Anglais exigent le libre-échange. Et donc toute cette région, San José, Suaita, etc., est en difficulté pour pouvoir produire des produits textiles. À cette époque-là, dans le journal colombien, on dit « Ah, on a eu un accord sur le libre-échange avec les Anglais. On a pu parler de toi à toi avec les Anglais. » Et bon, l'Angleterre, à ce moment-là, était la première puissance navale du monde, et la Colombie avait un bateau. Donc, quand on parle de toi à toi sur le plan commercial avec l'Angleterre, c'est un peu comme aujourd'hui, avec l'accord de libre-échange qu'on voit entre la Colombie et l'Union européenne. Bon, il y a des choses assez folkloriques, je vous en mentionne une quand même, dans cette espèce d'échange entre la bourgeoisie colombienne et européenne. On a par exemple un jeune de la classe dominante colombienne, José de Santos Gutiérrez, qui va étudier à Louvain. Il tombe amoureux d'une fille louvaniste qui s'appelle Joséphine Arbaud, bien flamande de Leuven. Et il retourne en Colombie après une promesse de fiançailles, une fiançailles officielle, et la famille doit envoyer la fille en Colombie. Sauf qu'évidemment, la famille ne va jamais envoyer la fille, et lui devient le président du royaume de Boyacá. La région de Boyacá est indépendante. Et donc, le 28 mai 1867, il déclare la guerre à la Belgique. Ça, au moins, c'est une guerre qui n'a pas eu beaucoup de victimes. On a fait la paix le 28 mai 1988, officiellement, avec un train qui allait à Némocolmont. Ça, c'était pour la petite histoire. Et donc, voilà, il y a tout ce capitalisme international, d'une part, toute cette caste, et puis le pays qui doit payer les rentes, etc. Les Indiens qui ont moins de protection encore que sous la couronne espagnole. Le roi d'Espagne avait dû protéger quand même certains territoires indiens vu la voracité de la bourgeoisie locale. Alors, je voudrais quand même parler aussi d'un phénomène important. Ça a été, au XIXe siècle, malgré tout aussi, la Colombie est le refuge aussi de gens qui sont victimes de la violence qui touche l'Espagne aussi. Vous avez vu tous le tableau de Goya, etc. Bon. Donc la Colombie était aussi une terre d'accueil, et c'est permanent. Je peux vous parler de toutes les époques où justement l'Amérique du Sud, mais aussi la Colombie a été une terre d'accueil pour des gens progressistes, avec des idées libératrices, etc., et qui se sont trouvés en Amérique du Sud. Contrairement à la fermeture maintenant des portes de l'Europe, etc., l'Amérique du Sud a été très ouverte aux victimes des violences en Europe. Il y a un sujet quand même que je voudrais juste toucher, parce qu'il y a un Français qui est mêlé à cette affaire-là, et c'est l'indépendance du Panama. Donc vous savez que les Lesseps a fait le canal, il a raté, et donc les Américains ont fomenté l'indépendance de Panama, qui faisait partie de la Colombie. La Colombie allait jusqu'au Costa Rica, et même une partie du territoire du Nicaragua, pas seulement les îles, mais du Nicaragua, même une partie de la Colombie. Donc il y a une indépendance qui est fomentée par les Américains, et alors, ça c'est le 3 novembre 1903. Et le 18 novembre 1903, il y a un accord qui est signé par New York, à Washington,
Et cet accord est signé par un plénipotentiaire, donc un ambassadeur avec tous les pouvoirs pour négocier avec les Américains, qui s'appelle Philippe Buno Varilla. C'est un Français, il est parti de la compagnie du Canal, etc. Et il sait déjà que le Panama s'est rendu compte que c'était dangereux de déléguer ce pouvoir à un étranger. Donc le Panama a rapidement envoyé une délégation derrière lui qui est arrivé à New York. Quand il apprend que la délégation est à New York, il signe avec sa chevalière un accord entre le Panama et les États-Unis qui s'appelle, en fait, tous les Panaméens l'appellent le Panama Conseil, parce que l'accord a 32 points et 28 points commencent par le Panama Conseil, les chemins de fer, le canal, etc. etc. C'est important d'en parler maintenant parce que vous avez bien vu que Trump aussi essaie maintenant de récupérer le canal. Donc là, on a un exilé français, un expatrié français. Il faut bien distinguer immigrés et expatriés à Bruxelles. On fait bien la différence entre les expatriés européens et les immigrés qui viennent du Sud et tout ça. Voilà. Alors, en fait, cette violence, bon, il y a eu des échanges, comme je vous le dis, il y a beaucoup d'Européens progressistes qui trouvent refuge en Colombie. Et il y a aussi beaucoup de Colombiens qui voyagent. Il y a un type très fameux qui s'appelle Biofino Panclasta, qui s'est donné ce nom-là. Il s'appelle Vicente Liscano. Donc Panclasta, c'est un anarchiste, donc on détruit tout, Panclasto. Mais en fait, en même temps, il est très sensible. À un moment, il est avec Gorky, dans la mer, et il veut sauver un mollusque, et donc Gorky lui dit, à part le fait que tu t'appelles Panclasta, je vais t'appeler Biofilo. Et donc c'est le nom maintenant, c'est Biofilo Panclasta, qui a eu tout un parcours comme exilé, parce qu'il a été la moitié de sa vie en prison comme anarchiste en Colombie, dans toutes sortes de villes de Colombie. Il se retrouve en Europe et il connaît Lénine, il fait partie de la révolution en Russie. Et donc ça, c'est aussi une personne qui a participé à une série de congrès en Europe, notamment le congrès anarchiste à Amsterdam, etc. Il a appris aussi à faire de l'explosif à Paris avec Scholl, etc. Donc ça, ça fait partie de ces échanges progressistes aussi qui ont lieu. Je vais un peu avancer plus vite. Donc, on arrive effectivement dans les années après cette date fatidique de l'assassinat de Gaitán, le dirigeant colombien libéral. Donc on est d'abord toutes les années 30 où le mouvement social est très important, avec María Cano, etc. Et le massacre des Bananeré, un président plus ou moins progressiste, López Pumarejo, qui essaie une réforme agraire. Puis on arrive en 48 où ce leader, Rodríguez El Gaitán, est assassiné. Et ça déclenche la violence. C'est après aussi des élections qui ont été volées au parti libéral. Donc cette violence, en fait ce massacre des gens les plus pauvres de la Colombie a lieu dans les années 40-50 et permet en fait à la bourgeoisie de vider les haciendas des travailleurs métayers. Donc cette violence est à mettre vraiment en parallèle avec la révolution verte, l'arrivée des engrais, l'agriculture moderne, etc. Et donc cette violence, en fait, a permis une concentration des terres accélérée et a obligé les paysans, finalement, à aller dans des régions selvatiques de Colombie pour ouvrir de nouvelles terres, essayer ce qu'on appelle la colonisation, donc coloniser des nouvelles forêts, et ils se retrouvent très vite rattrapés par la hacienda, c'est-à-dire que les paysans les plus pauvres défrichent, font tout le travail, et derrière eux, ils ont des arrendados, qui vont parler avec le notaire, et qui donc légalisent à leur nom les terres défrigées par les plus pauvres. Et c'est dans ce processus-là, finalement, que
se créent les FARC, même s'ils sont nés dans une région bien particulière, etc., le développement des FARC, c'est tout ce processus des gens qui vont coloniser en Colombie de nouvelles terres, qui se font rattraper par la sienne. On peut dire que ça, c'est vraiment la base sociale des FARC. Voilà. Après, donc, on arrive dans les années 60. Vous savez aussi qu'il y a eu donc, Camilo Torres, guerriero, qui a étudié à Louvain et qui a créé, enfin qui a participé, il n'a pas créé, mais il a participé à cette autre guérilla qui existe encore en Colombie, qui s'appelle l'ELN, donc l'armée de libération nationale, plutôt guévariste. Et dans les années 80, dans les années 70, 80, on a une nouvelle vague de migration colombienne vers les États-Unis pour des raisons plutôt économiques. Et puis dans les années 80, une vague de migration colombienne assez importante, non seulement vers les États-Unis, mais vers l'Europe, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques. On a des cas assez importants, même de groupes qui ont dû se réfugier en Europe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'assassinat de Gloria Lara, une femme de la bourgeoisie colombienne, un peu généreuse, qui s'occupait de juntes locales, des paysans, etc., qui s'est fait assassiner de façon atroce après que le groupe l'ait capturé et demandé de l'argent, n'ait pas été payé. L'armée colombienne a accusé un groupe de gens de gauche qui n'étaient déjà plus ensemble, d'ailleurs, qui se disputaient entre eux, ça arrive parfois, la gauche qui est divisée. Et ces gens ont tous été capturés, ça veut dire 22 leaders politiques, 22 personnes qui auraient pu devenir des pétros, des députés, etc. Il y avait un avenir politique progressiste qui ont été dispersés de par le monde. Parce que le juge a dit, je sais que ce n'est pas vous, je vous libère, c'était un vendredi, mais sous pression de l'armée, lundi, je vous recapture. Donc ils ont un week-end pour quitter le pays. Il y en a qui se sont trouvés à Paris, Fernando Franco, etc. D'autres en Suède, d'autres au Panama, d'autres au Costa Rica. C'est comme ça aussi que se donne le refuge politique de tous ces amis colombiens, etc., qui changent complètement la vie. Une autre personne, par exemple, qui vit ici à Toulouse, Pilar Lopez, une photographe, était la main droite, le bras droit des présidents du comité de droits de l'homme d'Antioquia, notamment Jesus María Valle, un avocat prestigieux colombien qui a attaqué Álvaro Uribe pour des massacres qui ont eu lieu en Antioquia au moment où lui était gouverneur. Il est devenu président après. C'est vraiment le cerveau du développement du paramilitarisme qui est maintenant en procès en Colombie. Et cet avocat a été tué et les 3 autres présidents du comité des droits de l'homme d'Antioquia ont été aussi assassinés. Donc, c'était 4 présidents du comité des droits de l'homme d'Antioquia. Et donc, cette personne, qui était le bras droit de ces présidents du comité des droits de l'homme d'Antioquia, se trouve maintenant réfugié à Toulouse, enfin à Gaillac. D'autres personnes, on en parlait aussi, en Belgique, on a eu un ambassadeur qui était Carlos Arturo Marulanda, ambassadeur, ancien ministre du développement en Colombie. C'est lui qui avait cassé la fixation des prix des médicaments, enfin limité le prix des médicaments. Il avait fait sauter ça, donc les médicaments ont pu être vendus beaucoup plus cher. Il est devenu ambassadeur à Bruxelles et pendant qu'il était ambassadeur à Bruxelles, il a voulu agrandir son hacienda qui avait seulement 10 000 hectares, il voulait 2 000 hectares de plus. Il a fait chasser par des groupes paramilitaires, l'armée colombienne et les groupes paramilitaires et la police ont chassé 150 familles des terres qu'ils prétendaient annexer à sa ferme. Et donc on a la dirigeante de cette organisation paysanne, la NOUP, qui a dû se réfugier en Belgique, et cet ambassadeur a été attaqué par une action collective en Europe, et il a été chassé finalement
comment son père n'a pas pu le soutenir, il a été chassé de son poste d'ambassadeur auprès de l'Union européenne, la Belgique, le Luxembourg, l'Organisation du Café, etc. Il s'est caché en Europe et finalement il a été capturé dans une boîte de nuit à Madrid et il a été 2 ans en prison de haute sécurité avant d'être envoyé en Colombie et libéré le jour même parce que le fiscal de l'époque était paramilitaire. Osorio, colombien le connaît. Donc c'est ça aussi ce genre de lutte que mènent les migrants colombiens en Europe, réfugiés en Europe, etc. Ils travaillent pour leur pays à partir de l'étranger. Au niveau des migrations, on a aussi un Français qui se trouve en Colombie. Je crois que c'est important de rappeler son nom. Pierre Raymond, c'est un économiste qui travaille à l'université Javeriana en Colombie et qui a revendiqué et étudié les pratiques paysannes colombiennes contraires aux préceptes de l'agriculture verte et européenne. Et donc, il a fait ça dans les régions de Santander et actuellement, il est en train de récupérer aussi la culture paysanne du blé dans la région de Boyacá. Donc, dans ces années, après la période de violence, on arrive à ces années 80 avec la doctrine de la sécurité nationale. Et la bourgeoisie colombienne ne veut absolument pas l'alternance avec d'autres partis politiques. On est dans le front national, l'alternance entre les libéraux et les conservateurs. Et la Colombie essaie de tous les moyens d'essayer de sortir de ce binôme libéral-conservateur. Et à ce moment-là, avec possibilité de démobilisation des FARC, est créée l'Union patriotique. L'Union patriotique est un effort large, pas du tout sectaire, une partie des FARC, des libéraux progressistes, des gens même conservateurs, etc., de créer un nouveau parti progressiste en Colombie. Et on a là en Colombie un véritable génocide politique, typifié comme ça par la Cour internationale des droits de l'homme, donc de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, typifié comme génocide politique. On parle de plus de 6000 assassinats politiques d'un seul parti politique. Là, depuis les candidats à la présidence de la Colombie jusqu'à plein de militants de l'Union patriotique au niveau local qui avaient vraiment essayé de changer leur pays. Donc il faut analyser cela pour voir après les nouveaux efforts. Donc le processus ce processus de répression passe par des assassinats, par des disparitions forcées, effectivement, avec l'aide d'abord des nazis, et puis de la France en Algérie, etc. Le phénomène des disparitions forcées qui brise le lien social et crée une terreur particulière. Et puis des massacres systématiques dans tout le pays, qui naissent dans tout le pays. Donc on se rend bien compte que, contrairement à ce que disent les autorités colombiennes, ce n'est pas des choses qui ne sont pas contrôlées, c'est quelque chose d'orchestré. Quand les disparitions forcées commencent, c'est dans tout le pays à la fois. Quand les massacres commencent, c'est dans tout le pays à la fois. Donc c'est vraiment quelque chose d'orchestré depuis le pouvoir central, et c'est ce que nous avons dénoncé depuis les années 80 en Europe, et chaque fois on nous a dit que ce n'était pas vrai, jusqu'à ce que maintenant, récemment, après tous ces développements de gouvernements assassins, de Uribe, etc., il y a eu un accord de paix avec les FARC, et on a eu diverses instances, une commission de la vérité, qui a permis de savoir énormément et de confirmer finalement ce que nous disions depuis 30 ans, notamment à l'Europe, et que l'Europe, chaque fois, nous niait. Donc on a une grande complicité de l'Union européenne dans le massacre colombien, évidemment des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne, pour pouvoir donner priorité à ses intérêts économiques. Et donc, actuellement, la commission de la vérité donc, a terminé son travail. On
on a su énormément sur ce qui s'est passé en Colombie. Et il y a une autre instance qui s'appelle la JEP, donc la Justice spéciale pour la paix, une instance aussi où des centaines de militaires doivent reconnaître les crimes qu'ils ont faits, notamment ce que mentionnait Gloria, c'est-à-dire les faux positifs. Les faux positifs, ce sont ces assassinats commis par l'armée colombienne pour faire croire qu'elle luttait efficacement contre la guérilla. Donc elle prenait des gens innocents, capturait des gens innocents dans les quartiers populaires et autres, les amenait à la campagne, mettait des bottes de guerrieros, etc., les assassinait, une mise en scène et les présentait comme des résultats. Et donc ça permettait à des bataillons d'avoir de beaux résultats, certains officiers d'avoir des congés, des primes, etc. Donc ça a été mis en évidence par cette instance, la REP, qui est née des accords de paix. Et alors, donc il y a encore d'autres instances qui ont été créées par les accords de paix, notamment le bloc de recherche des gens disparus. Maintenant, on va avoir des problèmes économiques, c'est là qu'il y a d'autres instances en Colombie aussi. Mais voilà, et je voulais alors arriver là, à ce moment-là, à ces gouvernements post-Uribe, gouvernement de Duque, qui a commencé à prendre des mesures impopulaires de façon hallucinante durant le Covid, etc., de faire des cadeaux fiscaux spectaculaires aux plus riches, aux entreprises minières, aux catégories les plus riches de la population, ce qui a créé un mouvement populaire très important et un soulèvement populaire qui a eu lieu en 2018, dans lequel c'était l'îlot social des jeunes appuyés par les Indiens, appuyés par les Noirs, et qui a été réprimé. Mais 2 ans plus tard, on a eu l'élection du premier gouvernement progressiste de Colombie, après 200 ans, du gouvernement de droite, qui est à l'origine de ce pays le plus inégalitaire d'Amérique latine après Haïti. Voilà. En conclusion, voilà, donc il y a encore il y a un objectif, continuer à avoir un gouvernement progressiste en Colombie en 2026. Parce qu'un premier gouvernement progressiste ne peut pas donner les résultats qu'on voudrait. Un premier gouvernement progressiste a le gouvernement mais n'a pas le pouvoir, n'a pas l'expérience, n'a pas les gens pour pouvoir vraiment transformer le pays. C'est un gouvernement qui est bloqué par les cours, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, qui lui casse les budgets, qui assèche son économie, qui est bloqué par certains pouvoirs de contrôle, maintenant moins, la fiscalité n'est plus tout à fait dans les mains de la droite, mais il reste des pouvoirs de contrôle qui bloquent, paralysent le gouvernement. Il y a des administrations qui sont pleines de gens qui sont liés au pouvoir des plus riches, etc., et qui bloquent les actions des ministres, etc., qui ne parviennent pas à faire exécuter les budgets. L'armée est aussi en stand-by pour le moment, mais on a aussi malheureusement, on n'a pas de majorité au niveau de la Chambre et du Sénat. Et donc on a un Sénat qui bloque les réformes et qui vraiment les réduisent au minimum, notamment les réformes sur la pension. C'est vraiment très très, par rapport au projet initial des projets qui sont présentés par le gouvernement, le résultat final est très pauvre, notamment par exemple dans la question des pensions pour les Colombiens qui sont à l'étranger ne sont pas incluses, etc. Donc il faut absolument, et c'est un appel à tous les Européens qui peuvent aider, à tous les Colombiens aussi, et notamment les gens qui sont encore dans les montagnes en train de lutter avec des armes, etc., ils devraient s'y mettre pour qu'on puisse, avec des accords de paix, au plus vite, essayer de travailler tous pour avoir un nouveau gouvernement progressiste en 2026, pour que la gauche puisse vraiment commencer à gouverner, et avec une majorité au Sénat et à la Chambre. Merci. Bon, voilà. Merci pour les lignes. Merci pour ce panorama et cet éventail de tout ce qui est la violence politique.
en Colombie depuis le 19e jusqu'à aujourd'hui. Et Eliezer, j'ai envie de te dire, violence politique, possession d'un terre, contrôle du territoire, tu es exilé en Suisse, tu ne peux pas rentrer en Colombie depuis de très nombreuses années. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire violence politique? Qu'est-ce que ça veut dire possession de la terre? Et qu'est-ce que ça veut dire contrôle du territoire? Merci. Gracias. Hay un punto que de pronto no hemos tocado aquí que tiene que ver con el tema de migración, sino que lo hemos visto solamente en el tema del colombiano que sale hacia Europa, pero antes de responderle la pregunta a Gloria, hay que indicar que la Primera y Segunda Guerra Mundial permitió una migración europea hacia América Latina y en Colombia está. E incluso tampoco podemos olvidar, y tenemos que hacer honor a la verdad, que también el proceso migratorio árabe también ha tenido influencia en Colombia. De hecho, hasta presidentes de ancestros árabes hemos tenido. Eso es un punto para también decir que el proceso de migración de los europeos a raíz de la Primera y Segunda Guerra Mundial también se reflejan hoy en Colombia con familias que han llegado a hacer comercio, a aportar a Colombia, pero también a llegar a adoptar y tomarse el poder político, économique et social en Colombie. Il y a peut-être un point qui n'a pas été touché jusqu'à présent, c'est qu'on a beaucoup parlé des Colombiens qui partent vers l'Europe. Et avant de répondre aux questions de Gloria, je voulais rappeler que durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu aussi une migration très importante des Européens vers l'Amérique latine et vers la Colombie. On pourrait aussi parler d'un processus migratoire arabe qui a eu lieu en Colombie, avec jusqu'à des présidents colombiens qui sont originaires de ces processus migratoires. Et donc aujourd'hui, cette réalité-là, en fait, elle est reflétée concrètement avec des familles qui sont venues faire du commerce notamment durant ces périodes-là, et qui sont aussi venues prendre le pouvoir politique, économique et social. Algunos hablan en esa línea del tiempo a partir del 9 de abril de 1948 de guerras liberales conservadores. No, señores. Ahí no hubo guerra entre liberales y conservadores. Ahí hubo una guerra orquestada por las oligarquías liberales y conservadoras unidas, manipulando y manejando un pueblo para que se matara a nombre de partidos políticos. Donc on parle, et on l'a vu juste avant, de guerre entre les libéraux et les conservateurs, donc ces deux grands pôles politiques qui s'affrontaient à cette époque-là. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'était surtout une guerre contre des oligarchies unies, des conservateurs et des libéraux, qui visaient à manipuler le peuple et le massacrer. Y eso se demuestra con la creación del famoso Frente Nacional de liberales oligárquicos con conservadores oligárquicos que comenzaron con Alberto Lleras Camargo, siguieron con Guillermo León Valencia, con Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero, un liberal, un conservador, un liberal, un conservador. ¿Pero eran del pueblo? No, eran oligarcas. Donc ça s'est concrétisé avec la création de ce qu'on appelait le Frente Nacional, le Front National, qui était une alternance entre les oligarchies libérales et conservatrices, donc entre différents présidents, Camargo, Valencia, Restrepo, qui se sont alternés. Et non, ce n'étaient pas des partis politiques, mais vraiment des oligarchies. Y ahí nos vamos adentrando al tema de tierras. Y es cuando, mientras la oligarquía se divide el poder para gobernar a Colombia, el pueblo se organiza en lucha de resistencia e insurgencia armada para pelear contra esas oligarquías. Y es cuando surge las FARC. Et là, on revient au thème des terres, des territoires.
Quand les oligarchies décident de se diviser le pouvoir, comme à travers ce Front National, ce Frente National, le peuple va commencer à s'organiser pour lutter contre ces oligarchies, et c'est dans ce contexte-là que naissent les FARC. Las FARC surge también como un proceso de lo que se conoció en ese momento las guerrillas liberales con Manuel Marulanda Vélez, Antonio Marín, y forman las FARC, que es una guerrilla netamente rural, porque están peleando el tema del territorio contra los terratenientes, y es cuando en Río Chiquito, Guayabero, El Pato, en la región central de Colombia, se organizan como guerrillas campesinas, pero ya en forma estructurada con un poco de ayuda política de parte del Partido Comunista Colombiano. Donc les FARC commencent avec des guérillas qu'on a appelées des guérillas libérales, avec Marulanda, avec Marín, qui sont fondamentalement des guérillas qui étaient rurales en fait, et qui se sont opposées aux grands propriétaires terriens, notamment dans la région centrale de la Colombie, et qui ont reçu un peu de soutien, en tout cas au début, par le Parti communiste colombien. Hay una incidencia importante decir aquí. La revolución cubana, con Fidel Castro a la cabeza, Che Guevara, los barbudos de Fidel, que convierten a Cuba en el primer territorio libre de América, también ejercen influencia en la conformación de las insurgencias en América Latina, pero en el caso que nos toca a Colombia es cuando surge el Ejército de Liberación Nacional. Donc il faut mentionner que la révolution cubaine, menée par Fidel Castro, par Che Guevara, ont eu des influences dans la création des différents mouvements insurgés d'Amérique latine et en particulier de Colombie. Et là, il faudrait parler de la création, non des FARC, mais de l'ELN, donc l'Armée de Libération Nationale, une autre guérilla. En esa adquisición de poder a la fuerza por parte de las oligarquías liberales y conservadoras que tienen un gobierno alterno para controlar el país y luchar contra las insurgencias, que es el tema de la tierra, es donde vemos también posteriormente la aparición del denominado M-19, cuando el 19 de abril de 1970 la oligarquía le roba las elecciones a el general Gustavo Rojas Pinilla. Donc les oligarchies qui sont partagées de manière alternative le pouvoir pour lutter contre notamment les différents mouvements insurrectionnels. Il faut aussi citer ce qu'on a appelé le M-19, le mouvement 19, qui a été créé à la suite d'un vol électoral par le président Pinilla. Indudablemente uno de los míticos líderes que comanda el M-19 es Jaime Bailman Cayón, igualmente Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Carlos Pizarro. Son, digamos, de los líderes que podemos hoy tener en cuenta para no olvidar la historia también de las organizaciones insurrectas en Colombia. Donc il y a différents noms de ces leaders du M-19 qui sont importants. Là, je ne me souviens plus exactement, mais Jaime Cayón, Carlos Pizarro, entre autres, Fayad, qui sont des leaders qu'il ne faut pas oublier pour comprendre les différents mouvements insurrectionnels colombiens de cette époque. Indudablemente es cuando también podemos hablar en esa parte histórica en la lucha contra el poder de las oligarquías en Colombia, es la conformación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, conformada por el M-19, el Ejército de Liberación Nacional, las FARC. Donc il ne faut pas oublier non plus, durant cette époque-là, de la conformation d'une coordination de différentes guérillas qui s'appelait la coordination de Simón Bolívar, qui a été conformée par des membres des FARC, de l'ELN et du M-19. También hay que señalar que la oligarquía colombiana siempre ha tenido una mentalidad asesina, traicionera, y que nunca le ha gustado cumplir con los acuerdos que tengan que ver con ceder el poder, perder el gobierno en manos de organisaciones o del pueblo. Donc il faut rappeler aussi que ces oligarchies, elles ont toujours eu un esprit
plutôt répressif, mais aussi de trahison, et elles n'ont jamais accepté en Colombie de céder le pouvoir a ces différents mouvements et notamment au peuple. En ese proceso de búsqueda de la paz, que siempre ha sido un elemento importante a destacar por parte de las organizaciones populares colombianas, y en ese trato traicionero de parte de las oligarquías, tenemos que recordar cuando a las FARC las traicionan y bombardean los campamentos en los llanos y desatan toda esa parte de guerra total contra la FARC en un acto de traición a la posibilidad de un acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC en ese momento. Y mientras tanto el M-19 se la juega con el tema de la búsqueda de la paz a través de una nueva constitution que se da en 1991. Donc en fait, les mouvements populaires colombiens qui sont organisés à cette époque-là n'ont jamais lâché leur objectif principal qui était la recherche d'une paix sociale en Colombie et d'une paix politique. Et face à ça, ils ont quand même reçu plusieurs moments de trahison de la part des oligarchies et du gouvernement colombien. Il faut notamment rappeler les bombardements que les FARC ont subis dans les Llanos, dans la région des Llanos, qui ont commencé une véritable guerre totale avec les FARC alors qu'un accord de paix était en train d'être négocié. Et il en a été de même avec le M-19 qui, pour le coup, a réussi cette recherche de la paix et a réussi notamment à impulser la constitution de 1991 colombienne. Mientras el gobierno colombiano a través del ejército constitucionalmente aceptado se da la alianza entre esos poderes de la oligarquía liberal conservadora siempre y van procurando crear allí los grupos narcoparamilitares, y es cuando tenemos que hablar de un narcoestado. Donc il va y avoir à ce moment-là en fait une alliance entre le gouvernement et l'armée colombienne, toujours dans cette alliance des oligarchies libérales et conservatrices, qui va chercher à former des groupes qu'on a appelés narco-paramilitaires et qui vont bénéficier à la création finalement d'un narco-État en Colombie. Ahí es cuando tenemos que hablar de las autodefensas unidas, de las denominadas entre comillas legales convivir, creadas precisamente por Álvaro Uribe Vélez, hoy en proceso de juicio político y penal, y es donde también quienes financian con mayor fuerza estos grupos de narcoparamilitares son los terratenientes, y volvemos al punto de la tenencia de la tierra y en manos de quién está, quienes luchan por lograr recuperar para el pueblo, para el campesino, para los indígenas, para los afros ese territorio, y mientras tanto quienes financian a los narcoparamilitares para que se conviertan en ejércitos privados que van cometiendo masacres por todo el territorio nacional. Donc c'est à cette époque, parmi ces groupes narco-paramilitaires, on peut citer notamment les Autodéfenses Unies de Colombie, la SAUC, mais aussi les Convivir, qui ont été finalement légalisés à cette époque, qui avaient été créés par Álvaro Uribe Vélez, qui est devenu ensuite président de la République en Colombie, qui est aujourd'hui jugé en jugement pénal. Et ce qu'il ne faut pas oublier dans la création de ces groupes, en fait, c'est comment ils ont été financés, qu'est-ce qui a permis de les faire vivre. Et ben c'est l'argent des propriétaires terriens, des grands propriétaires terriens. Et là, on revient en fait à cette question de la propriété de la terre. Ces grands propriétaires terriens se sont toujours finalement confrontés aux volontés et au partage de la terre pour le peuple, notamment les populations autochtones et afrodescendantes. En esa lucha política, cuando surge la Unión Patriótica, que es eliminada física y políticamente con el genocidio de la Unión Patriótica como se conoce hoy, y es cuando también tenemos que hablar de los falsos positivos, y es cuando tenemos que hablar también de cuando el exilio colombiano tiene que salir forzado hacia Venezuela, hacia Ecuador, hacia Europa,
porque los grupos políticos están siendo exterminados, criminalizados y todo prácticamente en un genocidio político. Donc là, c'est vraiment une lutte politique qui commence à s'instaurer, notamment avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'élimination physique systématique des membres de l'Union patriotique qui ont subi un véritable génocide. Mais on peut mettre aussi dans cette dynamique-là le cas des falsos positivos, dont Paul-Émile parlait avant, et que se rencontre, pareil, dans cette époque, l'exil politique forcé massif de Colombiens en Venezuela, en Équateur et aussi en Europe. Para ir concluyendo, definitivamente el tema de la concentración de tierras en manos de unos pocos en Colombia es el factor determinante de la violencia política, económica y social que hoy continúa y en el cual hoy también muchos de nosotros que estamos aquí presentes y otros ausentes tenemos que recordar como el exilio político colombiano. Donc la concentration des terres, c'est finalement le facteur déterminant de la violence politique, économique et sociale en Colombie qui continue d'exister. Et c'est ce que tous les exilés qui sont aujourd'hui présents ou absents doivent se souvenir. Cualquiera diría, bueno, menos mal que hay un gobierno progresista. Yo digo un gobierno liberal. Un gobierno liberal que en el pensamiento ideológico se encuentra a la derecha del pensamiento antiimperialista de Jorge Eliezer Gaitán y que indudablemente procuramos que siga esa senda con un gobierno que dé continuidad, así sea liberal, pero que permita un proceso de convivencia política sin necesidad de que por criticar el gobierno, por criticar la corrupción, nos asesinen, nos masacren o nos exilien. Y es necesario en estos momentos seguir convocando a la comunidad internacional, a la comunidad europea, para que nos ayuden a evitar que la extrema derecha, apoyada por el fascismo que está creciendo en Europa y en el mundo entero, llegue de nuevo a tomar un pedazo del gobierno que perdieron, porque el poder no lo han perdido en Colombia. Las oligarquías liberales conservadoras lo siguen manteniendo, siguen controlando y gran parte de las fuerzas militares. La tarea es nuestra y pedimos el acompañamiento de ustedes y de la comunidad internacional para continuar esta lucha y esta resistencia. Yo no estoy en exilio, sigo en resistencia. Muchas gracias. Paul-Émile disait qu'on avait aujourd'hui un gouvernement progressiste. Moi, je dirais plutôt que c'est un gouvernement qui reste libéral dans toute la continuité historique dont j'ai parlé précédemment. Ce à quoi j'appelle, c'est vraiment quand on arrive à un processus de vivre ensemble politique qui nous permette de critiquer librement le gouvernement sans que nous soyons massacrés ou assassinés. Et donc je continue d'appeler à la communauté internationale et notamment à l'Union européenne pour lutter contre l'extrême droite qui cherche à reprendre le pouvoir, ou finalement qui ne l'a jamais perdu en Colombie. Et donc la tâche reste la nôtre, celle de continuer la lutte et de continuer la résistance. Je ne suis pas en exil, je suis en résistance. Merci. Merci Eliezer, merci Paul-Émile pour cette présentation très riche, très fouillée, très historique et dont on a besoin pour comprendre les tables rondes qui vont avoir lieu ensuite, où on va rentrer dans d'autres détails, on va faire des focus sur des points de cet exil colombien. Et donc maintenant, je vous propose de passer le micro dans la salle. Peut-être que vous avez des réactions, des réflexions, des questions à poser, tout simplement à Paul-Émile ou à Eliezer. On a 10 petites minutes. Parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Oui, je vais dans quelle langue? Français d'abord, je passe à l'espagnol après? Ouais.
Français, français. Français, d'accord. Merci beaucoup à Paul-Émile et à l'ISF de nous permettre justement de comprendre en fait toutes ces causes structurelles qui nous permettront aussi d'analyser les choses un peu plus en profondeur, car vous faites justement cette traversée depuis la colonisation aussi espagnole, comment on hérite justement de plein de déplacements forcés qui existent déjà. Je voulais tout simplement rajouter une toute petite chose, parce que dans les interventions, on voit bien l'impérialisme présent, le colonialisme, et dans le cas par exemple du génocide de l'Union patriotique, il est très important de voir qu'il y avait la doctrine sécuritaire israélienne qui avait été exportée vers la Colombie, où un ancien espion israélien appartenant au Mossad, ou un chef militaire israélien était parti en Colombie, l'un pour être assesseur de l'ex-président Virgilio Barco, et qui lui a presque dit comment faire pour exterminer les membres de l'Union patriotique, et l'autre pour entraîner la branche, le bras armé illégal de les forces armées colombiennes dans la création des paramilitaires et où Castaño a été entraîné. Donc on voit aussi cette relation d'une doctrine sécuritaire qui a voyagé et qui a créé une forme de mise en terreur qui ont exercé à l'intérieur de la Colombie avec les paramilitaires. Donc voilà, je voulais faire ce petit lien aussi parce qu'on voit aussi ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et que nous ne pouvons pas non plus nous extraire un peu à cette réalité. Mais merci beaucoup pour tout ce champ qui nous permet de voir les choses avec beaucoup plus de profondeur et voir la complexité aussi de ce chemin et de ce chemin vers la paix. Donc merci à tous les deux. S'il y a une autre question, mais simplement pour dire effectivement le rôle d'Israël dans la répression en Colombie a été très important depuis les années, en tout cas depuis les années 80, avec l'envoi de mercenaires, formateurs aux horreurs du paramilitarisme, avec le Jair Klein, je crois dont je mentionnais, etc. Et il faut dire aussi que les autres services secrets européens et américains ont eu comme terrain de jeu pour aussi tester la guerre anti-insurrectionnelle, la Colombie. Et donc on a des services secrets anglais, français, américains, etc., qui ont profité de l'impunité que leur garantissaient les gouvernements colombiens de droite pour pouvoir agir. Et on avait des agents américains à toutes les instances du gouvernement colombien, notamment dans le service de migration. Un ami à moi qui est devenu directeur de migration, il a expulsé des agents américains qui s'occupaient des migrations. On empêche aussi de rentrer dans la vie. Donc c'est fini. Et donc il y avait des gens dans les bureaux des Américains, les agents américains, dans le bureau du département administratif de sécurité, un organisme qui a été supprimé par le gouvernement de droite de Santos, tellement il était criminel. Donc là, on avait un agent américain qui a son bureau, qui faisait ce qu'il voulait, etc. Peut-être à cause de lui que je suis sur la liste noire des États-Unis, je ne suis pas le seul dans la salle, à cause d'une action de contestation de la présence de Uribe à Bruxelles. Donc, 3 mois plus tard, je me retrouvais sur la liste noire des États-Unis, je suis encore pour toute la vie. Et voilà l'interpénétration entre les services secrets américains et les services secrets colombiens à cette époque-là. Et ça, en grosse partie, a été coupé par le gouvernement actuel. C'est moins vrai sur la question israélienne. Le gouvernement actuel continue à faire entretenir ces avions FIR, qui sont israéliens par Israël. Donc là, le gouvernement actuel de Petro doit faire un peu attention, parce que l'armée, c'est quand même un gros machin, et il faut y aller doucement. Donc on progresse. De toute façon, ce que je voudrais quand même reconnaître ici, publiquement, c'est la magnifique prise de position du gouvernement colombien sur la question palestinienne. Ça, c'est... Je préférerais être colombien qu'être belge ou européen sur cette question. Merci.
además de la participación de Israel desde el punto de vista con asesores militares, hay que preguntarnos qué extranjeros han ayudado a financiar los paramilitares en Colombia. Tenemos que hablar de las multinacionales, tenemos que hablar de la Chiquitabán, tenemos que hablar de la Nestlé, tenemos que hablar de la Trumo, la Vicky, etc. Es decir, unos ponen los ejércitos privados utilizando siempre pobres en Colombia para que se maten pobres con pobres, otros quienes asesoran desde lo estratégico táctico militar en Colombia, pero también extranjeros, como lo ha dicho Paul Emile, con Israel en este caso, pero quienes sueltan el dinero, las multinacionales. Incluso hay multinacionales europeas implicadas en estos casos que de pronto la gran prensa hegemónica no lo dice. Es como para complementar un poco la respuesta a la pregunta de la compañera y lo que ha dicho Paul Emile. Peut-être en plus des assesseurs israéliens dont vous parliez, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi quels sont les étrangers qui ont finalement aidé à financer les groupes paramilitaires en Colombie, au premier rang desquels certaines multinationales, dont un grand nombre sont européennes ou états-uniennes, donc Nestlé, Chiquita, Drummond, qui ont fait appel à des armées privées pour réprimer le peuple et finalement faire en sorte que les pauvres s'attaquent aux pauvres sans passer directement via des multinationales européennes. Et ça, c'est quand même un fait qui est assez important et dont la presse hégémonique aujourd'hui parle peu. Autre question? Merci. Je voulais demander si... Je vous remercie pour votre exposé très riche. Et aussi, je voulais demander si vous pouviez préciser la stratégie de long terme des États-Unis par rapport au narco-État. Il y a un discours sur la cocaïne, il y a des problèmes de santé publique, de politique intérieure qui sont peut-être comparables d'ailleurs aux États-Unis et en Europe. Un discours anti-cocaïne. Et du coup, il y a une espèce de double jeu, forcément, puisque il y a le soutien à l'extrême droite et le soutien à l'armée qui trafique. Enfin voilà. Est-ce que vous pouvez nous apprendre des choses aussi dans ce domaine? Les gouvernements colombiens, pas seulement de Petro, mais déjà antérieur aussi, parlent d'une responsabilité minimum partagée entre les États-Unis et la Colombie par rapport aux consommations de drogue, puisque la grosse consommation de la drogue, c'est aux États-Unis et en Europe. Mais on voit que dans le système, et c'est Chomsky qui a très bien montré ça, que dans le système interne des États-Unis, la question de la drogue a servi vraiment comme prétexte pour contrôler les quartiers les plus pauvres des États-Unis. Donc, en fait, on peut extrapoler et dire que, de la même manière, la question de la drogue, induite d'une certaine manière par les États-Unis à une certaine époque, a servi pour pouvoir contrôler le mouvement social en Colombie et dans le reste de l'Amérique latine en servant comme prétexte. Le meilleur exemple de ça, ça a été le Plan Colombia, donc l'investissement massif sous prétexte de lutter contre la drogue, qui a en fait servi en plus grosse partie à réprimer le mouvement social colombien, syndical, à une époque où on négociait l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Colombie. Même les sociodémocrates, qui après ont retourné leur veste pour trouver l'accord de libre-échange, tout le monde affirmait qu'en Colombie, on tuait plus de syndicalistes que dans tout le reste du monde ensemble. Donc ça, c'est dans l'année 2010, l'année de Uribe. Et donc, à cette époque-là, on a bien vu comment le plan de Colombia, qui finalement a été rejeté par l'Union européenne, parce qu'on a d'abord le haut représentant de l'Union européenne avait dit qu'il allait appuyer le plan de Colombia et que l'Union européenne allait se joindre, et on a mené une très grande bataille
des organisations de droits de l'homme et aussi au Parlement européen, pour que finalement, le Parlement européen, le Conseil et la Commission disent on ne va pas se joindre au plan de Colombie. C'est vraiment un plan sous prétexte de lutter contre la drogue, un plan de répression des mouvements sociaux, d'extension de la présence des bases militaires américaines qui sont au moins au nombre de 7. Il y a des milliers de soldats américains en Colombie pour pouvoir contrôler le mouvement social et offrir de meilleures conditions salariales, etc. et de pouvoir mettre à sac la Colombie pour les multinationales américaines et dans leur sillage les multinationales européennes et autres. Le gouvernement Petro a essayé de mettre ça sur la table avec Biden, le président précédent, en disant qu'il y avait une personnalité partagée, qu'il fallait lutter sur la question de la drogue par d'autres moyens, etc. Parce que c'est tellement évident. Et en plus parce que maintenant, donc, il y a quand même une lutte assez importante du gouvernement colombien qui ne se concentre pas sur les cultures et le fait d'envoyer des avions avec du glyphosate et de pulvériser, mais de frapper les charges, enfin le transport de la drogue, et donc il y a des résultats beaucoup plus importants de capture de tonnes et tonnes de drogue par la Colombie, ce qui peut-être explique aussi le déplacement de toute cette mafia vers l'Équateur, qui est un pays aussi qui utilise le dollar, donc il ne faut même pas faire laver les dollars, parce que soit en dollar qui n'est pas passé en monnaie nationale. C'est peut-être une des explications qui fait que l'Équateur actuellement est tellement pénétré par le trafic de drogue. Et à part ça, il y a toute la question maintenant des nouvelles drogues. Ça, Trump aussi, etc. Il y a toutes les drogues chimiques, etc. Mais je ne suis pas un spécialiste de la question. La mayor mafia de la droga en el mundo se llama la DEA, con el apoyo de la CIA de los Estados Unidos. Eso no lo dicen los medios hegemónicos, lo dicen los denominados investigadores de la lucha contra las drogas. Y eso es un pretexto que siembra, en este caso, el gobierno norteamericano para inicialmente hacer lo que históricamente se conoce como la lucha antiinsurgente. Pero que detrás de esa lucha antiinsurgente también hay un factor que tiene que ver con nuestro vecino Venezuela. Es decir, en la medida en que los Estados Unidos tienen bases militares, aviación, satélites, radares, supuestamente para controlar el narcotráfico, ese narcotráfico cada día ha crecido más, y es cuando Petro, y hay que decirlo, tiene toda la razón, la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso con los distintos nombres de programas que los Estados Unidos han financiado. Pero cuando la CIA y la DEA son los mayores grupos mafiosos del mundo, detrás de eso y se esconde es un objetivo político, geopolítico, estratégico en América del Sur, y es quitar, tumbar, acabar con la revolución bolivariana, porque detrás de todo eso se teje ese objetivo en la lucha contra el narcotráfico, la lucha antiinsurgente, pero con un objetivo: derrocar, tumbar la révolution bolivarienne. Je dirais que la plus grande mafia qui subsiste aujourd'hui, c'est la DEA. Donc la DEA, je crois que c'est le département d'État américain, appuyé par la CIA. Ça, personne n'en parle, que ce soit dans les journaux ou même les supposés chercheurs spécialistes de la lutte contre les drogues. Et tout ça, c'est fait dans un contexte pour les États-Unis, comme le disait Paul-Émile, de lutte anti-insurrectionnelle, on va dire, qui n'est pas très éloigné des enjeux liés au Venezuela aussi, puisque
Finalement, les États-Unis ont déployé en Colombie des bases militaires, tout un tas d'équipements militaires pour contrôler davantage le narcotrafic, et tout ça n'a servi à rien. Le narcotrafic a cru même pendant cette période-là, et ça, Gustavo Petro, le président actuel, l'a reconnu à plusieurs reprises. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette lutte contre le narcotrafic, pour les États-Unis, a toujours caché un objectif politique et géopolitique, et qui est celui de mettre à mal, d'achever notamment la révolution bolivarienne au Venezuela. Je vais laisser pour les dire un petit mot pour terminer cette table ronde. Sur cette même question, la question de la drogue. Le problème donc, c'est que c'est un cancer évidemment qui touche surtout les pays comme la Colombie, les pays du Sud, l'Équateur maintenant, etc. Et on peut faire une espèce de parallèle avec le libre-échange. Quand il y a un accord de libre-échange, regardez le Mexique, un accord de libre-échange avec les États-Unis, un accord de libre-échange avec l'Europe, l'affaiblissement de l'État, la difficulté de pouvoir exporter des produits agricoles dans des conditions décentes, l'arrivée massive de produits subsidiés par nos agricultures. Et donc les paysans n'ont plus comme refuge que la drogue. Donc ça corrompt non seulement toute la production agricole, le libre-échange, mais cette drogue aussi corrompt tout l'État, et je dirais pas seulement l'État, mais aussi tous les groupes de la société, et notamment la guérilla. Actuellement, on ne peut pas dire que la guérilla, même le LN, etc., n'est pas pénétrée très profondément par la financiation, par la drogue. Et le problème de ça, c'est qu'il y a tellement d'argent que ça devient intéressant de rester dans la lutte armée, parce que c'est vraiment, ça irrigue énormément les finances de ces groupes armés de tous bords. Donc, les guérillas, aussi le clan des Golfo, qui est une autre espèce de renouveau de groupes paramilitaires avec des circonstances un peu particulières, etc. Donc voilà, je veux dire ça, c'est que je crois qu'il faut vraiment mettre ça en parallèle avec les accords de libre-échange qui sont imposés maintenant principalement par l'Union européenne. Et là, je voudrais vous reporter à la grosse bataille actuelle, c'est l'accord de libre-échange qui est aussi une recolonisation de l'Amérique du Sud avec le Mercosur. Et ça, c'est vraiment une bataille que nous pouvons encore gagner, parce que c'est un vieux mandat qui fait que la Commission européenne ne peut pas l'utiliser, que ça doit être approuvé par le Parlement, etc. Là, on a vraiment une bataille qu'on peut gagner. Celle de la bataille du libre-échange avec la Colombie, nous l'avons perdue après des dizaines d'années. En tout cas, nous, à Bruxelles, on a imposé à nos gouvernements locaux de ne pas approuver cet accord de libre-échange pendant 10 ans. Et finalement, il a été approuvé par un changement de majorité. Et donc, voilà, à un moment, la Colombie va devoir aussi, si on veut continuer sur une voie progressiste, revoir les rapports de libre-échange avec l'Union européenne, les États-Unis. Devrait être mis sur la table. Maintenant, on peut vraiment le bloquer avec le Mercosur. Merci. Eh bien, on va clore cette première table ronde d'introduction sur la thématique. On en a une deuxième tout à l'heure, et tout de suite, on a un... Oui, on va peut-être s'accorder une petite pause quand même d'une dizaine de minutes pour que vous puissiez voir, il y a du café, il y a du thé, des petits gâteaux, tout ça. Et après, je vous invite du coup voilà, à 17h25, à descendre en bas. On a une association qui s'appelle Ciudadanías por la Paz en Colombia, donc Citoyenneté pour la paix en Colombie, qui nous propose une superbe exposition photographique d'une artiste militante colombienne qui a été mobilisée dans la guérilla des FARC, qui aujourd'hui ne l'est plus. Elle reste activiste et militante à travers différents combats qu'elle nous propose de découvrir dans cette exposition, qui parcourt en fait tout le processus de la démobilisation, de la réincorporation, comme on l'a prénommé, même si je trouve ce terme absolument horrible, et la vivacité des mouvements sociaux dont on a parlé un petit peu aujourd'hui, qui se connaît en Colombie. Donc voilà, petite pause de 10 minutes et après on se retrouve en bas pour découvrir cette exposition avec les camarades. Voilà. Et nos invités seront là aussi tout demain, donc
S'il y a des questions qui me sont restées et que vous n'avez pas posées, vous aurez tout le loisir de discuter avec eux directement.